Des yeux pour demain. Un livre écrit par Jean-Christophe Frézeuil et lu par Marie Facundo. Introduction. Ce livre audio, qui se veut avant tout pratique et utile, a été créé pour nous informer sur un phénomène qui s'est immiscé progressivement au fil des dernières décennies. Ce phénomène, c'est la baisse flagrante de l'acuité visuelle à l'échelle planétaire. Elle doit nous amener à une prise de conscience sur notre manière d'interagir avec le monde extérieur, afin de préserver notre vue et celle de ceux qui viendront après nous. L'écoute de ce livre va vous faire découvrir quels sont les moyens de préserver notre acuité visuelle, mais également vous permettre de comprendre quelles sont les causes de l'évolution de la myopie dans le monde. Enfin, vous aurez toute une série d'exercices issus du yoga des yeux que vous pourrez tranquillement refaire chez vous, accompagnés de l'enregistrement audio. Cela ne prendra que quelques minutes de temps et vous en ressentirez progressivement les plus grands bienfaits. Chapitre 1. La myopie dans le monde, une épidémie à grande échelle à prendre en compte pour demain. Les yeux sont un organe fragile. Ils nous mettent en lien avec le monde extérieur et nous donnent la liberté de voyager dans l'espace avec aisance et liberté. Ils constituent l'organe des sens qui centralise notre attention comme aucun sens ne le fait. La vision est le sens le plus actif chez l'être humain et certainement le plus perfectionné. Nos yeux sont autant de vecteurs qu'utilise la personnalité pour diviser, compartimenter le beau, le laid, le grand, le petit et disséquer toutes les expressions de nos congénères. Ils nous offrent la possibilité de recevoir une multitude d'expressions abondantes, tantôt qui nous renforcent, tantôt qui nous affaiblit selon leur nature. Un arbre majestueux ou quelques déchets à même le sol, une œuvre d'art ou un objet quelconque. Aujourd'hui, il nous faut plus qu'à toute autre période nous demander si nous voulons préserver cet organe solaire pour les générations qui viendront après nous, mais également pour ne pas assister passivement à une baisse progressive de notre propre vision. Une question qui est fondamentale lorsqu'on sait que la progression de la myopie dans nos sociétés modernes est qualifiée d'épidémie dans le secteur de la recherche scientifique oculaire. Par exemple, les études récentes dans ce domaine annoncent que 41% des jeunes Européens sont myopes et que ce nombre monte à 82% à Singapour. Partout autour de nous, nous voyons de plus en plus de jeunes porter des lunettes et avoir des troubles de la vision. Ce phénomène intéresse aujourd'hui les scientifiques du fait de la progression effrénée de la myopie. Certains diront que ça n'est pas si grave, que l'être humain s'adaptera. C'est faire preuve de peu de bon sens lorsqu'on sait que la myopie peut progresser jusqu'à la cécité et qu'à Singapour, cela est devenu un axe urgent de recherche pour enrayer l'épidémie qui sévit de plus en plus. Pourquoi cette recherche m'intéresse-t-elle tant ? Et pourquoi j'ai envie de vous la partager avec conviction et enthousiasme en vous proposant des ressources et des connaissances utiles. Pour cela, il faut que je me livre à quelques confidences. Depuis ma petite enfance, je ne vois qu'avec un œil. Le deuxième m'offre un angle de vision limité sur l'extrémité parallèle à l'œil valide. Et je n'ai pas ce qu'on peut appeler communément une vision binoculaire permettant la perception visuelle par les deux yeux. J'ai toujours été donc très contraint de m'adapter. Que ce soit en conduisant, en me déplaçant, en faisant du sport, dans les gestes de la vie ordinaire. J'ai traversé des périodes de ma vie avec beaucoup d'anxiété, en me disant que si je perdais mon œil valide, je ne verrais plus rien. Aujourd'hui, dans la quarantaine bien entamée, je perçois que mon œil valide commence à baisser en capacité et en aptitude. Alors je suis rentrée dans une phase de questionnement. Constatant que la myopie me gagnait, cela m'amena à réfléchir et produire activement des recherches dans le yoga des yeux ou dans des causes de l'évolution des troubles de la vision. Pendant des années, je restais persuadée que les nouvelles technologies étaient responsables de cette défaillance mondiale, de par nos temps passés sur les écrans, nos tablettes et les téléphones. Je faisais mes propres analyses et je constatais de nombreuses influences perturbatrices au bon fonctionnement de l'œil. Cependant, je me disais qu'on ne pouvait pas rendre seul responsable l'armada des nouvelles technologies, puisque la myopie a toujours fait partie intégrante de l'humanité. Cette analyse en réalité ne tient pas. C'est comme pour les phénomènes de violence chez les jeunes ou l'addiction au sexe ou aux drogues. L'argument rapide d'un interlocuteur est de prétendre que cela a toujours existé.
Mais dans un processus de recherche, on ne nie pas l'existence d'un phénomène ayant existé, mais plutôt la manière dont il s'est décuplé et s'est ralenti dans le temps. Pour ma part, l'œil constitue donc un organe très précieux. Et ce sentiment de précieux, qui peut cruellement faire défaut de nos jours dans une société de surconsommation et de l'image, doit être recontacté, ravivé, pour vivifier le sentiment intérieur de respect quant à la vie et tout ce qui nous a été donné. Un œil absent, un organe manquant, comme un être manquant, nous permet d'être en amour avec celui qui reste ou celui ou celle qui partage notre vie. Oui, les yeux sont donc infiniment précieux. Mon tout premier professeur de yoga disait sans cesse qu'ils étaient comme des pétales de rose, mais également que la vie était comme un battement de paupières. La préciosité de cet organe solaire qui nous rend libres d'accomplir l'essentiel de notre destin humain doit nous permettre de contacter un sentiment de gratitude infinie pour lui. Mais cela devrait s'étendre à tout notre corps de manière générale, un instrument que nous empruntons pour traverser cette vie et accomplir notre destinée. J'essaie de temps à autre, en m'intériorisant, de dire « Merci pour vous mes pieds, merci mon cœur, merci mes mains, merci mes yeux ». Bien conscient que pendant toute une partie de ma vie, j'avais considéré tout comme un dû. En réalité, rien n'est dû. Tout est un cadeau de la vie. Et notre moteur de gratitude devrait être passé par moments au crible du discernement pour le huiler, le remettre en route et ressentir cette joie fondamentale de remercier et de respecter. En ce qui concerne notre réflexion sur les yeux, je ne signifie pas pour autant qu'un aveugle ne puisse pas vivre sans richesse des sens du fait qu'il ne voit pas. Je dis simplement que le bon fonctionnement des yeux favorise de manière inéluctable notre liberté à appréhender le monde extérieur, être en relation avec les autres en évaluant la présence agréable ou non d'un interlocuteur. Quelques principes. Il y a 2 principes dont on ne peut faire l'impasse lorsque nous entreprenons des recherches particulières sur le corps humain et notre développement intérieur. Le premier est d'avoir appris à écouter son corps, ses manifestations par les différentes sensations qu'il nous procure par les sens, mais aussi par la relation de cause à effet lorsque l'on se nourrit de telle manière, lorsqu'on se met sous de belles influences ou pas, lorsqu'on adopte telle posture. Ceci n'est pas un travail intellectuel, mais un chemin de connaissance de soi, basé sur une observation objective de soi-même. Le deuxième principe est l'étude, la recherche d'informations sur un thème qui va nous permettre de faciliter notre compréhension objective. Ces 2 principes peuvent fonctionner de manière parallèle et non hiérarchisée. Ce que je vais vous partager comme connaissance est donc issu de mes recherches sur les dernières études scientifiques dans le domaine que nous abordons, mais également des recherches sur soi-même, sur les conséquences de mes conditionnements qui amènent mon corps à répondre suivant les influences que je lui fais subir. J'en ai tiré ainsi des hypothèses qui pourront vous servir dans vos propres investigations. J'ai décidé que cette recherche devait être avant tout pragmatique et accessible dans la compréhension. Mon but est la prise de conscience dans notre responsabilité dans nos actions et des influences que nous transmettons à l'organe de la vue. Également de mesurer notre responsabilité dans l'évolution de cet organe pour les générations futures, puisqu'on sait que dans le domaine de la génétique, tout se transmet. Un organe fort se répercutera fort dans la génération, mais un organe faible a de fortes chances de léguer un organe faible pour la suite de nos descendants à plus ou moins long terme. Prendre soin de soi, c'est ça ne pas être nombriliste. C'est aussi se placer dans une dimension d'interrelation collective où nous sommes conscients que ce que nous faisons de bien, de beau et de bon, nous renforce et renforce aussi un peu l'humanité. Chapitre 2. Recherche sur les causes du développement de la myopie. Rappelons que la myopie vient du terme grec myops, signifiant courte vue, et se caractérise par une vision floue de loin. Son évaluation repose sur un texte de lecture de lettres plus ou moins grande, placé à une distance adaptée à l'évaluation de l'acuité visuelle. Nous pouvons dénombrer une multitude de facteurs qui favorisent l'évolution de la myopie. Je vous propose maintenant d'en prendre connaissance. Premier facteur, un facteur génétique. Le risque d'être myope est par exemple multiplié par 3 si un des parents est myope et par 6 si les 2 parents sont myopes. Deuxième facteur, un facteur de conditionnement. Nous passons trop de temps à stimuler notre vision de près,
au détriment de la vision lointaine. Nos villes et nos modes de vie nous offrent rarement à exercer notre vision de loin. Par exemple, la lecture, le temps passé devant son téléphone, la télévision. Ces habitudes rétrécissent progressivement la vision dite périphérique, c'est-à-dire sur les extrémités. Progressivement, les cellules réceptrices de ces zones sont moins stimulées et fonctionnent de moins en moins, ce qui fait que nous n'accordons plus d'attention à l'ensemble du champ visuel. Troisième facteur, une carence en vitamine D. Le manque de vitamine D est provoqué généralement par un manque d'apport de cette vitamine par des aliments, mais aussi par le manque d'exposition à la lumière naturelle qui nous vient du soleil. En effet, la synthèse de cette vitamine se fait par l'action des rayons ultraviolets provenant du soleil. Si cette vitamine joue un rôle de protection sur les tissus osseux et le fonctionnement des muscles, elle a aussi un rôle capital sur les yeux. Des études ont prouvé qu'il y avait 3 fois plus de risques de développer une dégénérescence maculaire chez les personnes étant carencées en cette vitamine. Le syndrome des yeux secs est aussi une conséquence du manque de cette vitamine. Et pour ce qui nous intéresse bien sûr dans notre recherche, elle agit sur la protection des yeux et favorise leur bon fonctionnement. Quatrième facteur qui suit directement le précédent, le manque d'exposition à la lumière naturelle, ce qui a pour conséquence un manque de stimulation des cellules photoréceptrices qui, quand elles sont en action, favorisent la production de la dopamine qui régule l'expression de gènes impliqués dans la croissance de l'œil. Si sa production est défectueuse, l'œil s'allonge et entraîne le développement de la myopie. Un ophtalmologiste allemand du nom de Hermann Cohn a mis en parallèle en 1886 le développement de la myopie chez les enfants et étudiants travaillant dans des salles fermées avec le manque de contact de la lumière extérieure. Il fut alors entrepris pendant une 30aine d'années la construction de nombreuses écoles et salles de classe dont un des pans de mur avait une ouverture sur le dehors. Puis cela fut abandonné progressivement. La vie dans un bureau, 8 heures par jour, avec des lumières artificielles, des saisons d'hiver où l'employé ou l'élève sortent de leur bâtiment en découvrant la nuit, ont pour conséquence plus aucun contact avec la lumière du soleil de manière directe. Paradoxalement, toutes les études qui ont expérimenté des aménagements pour les étudiants, avec plus de temps en extérieur, des classes aménagées, ont vu réduire de 25 à 50% les cas d'apparition de myopie, notamment sur des études menées à Taïwan et en Chine. Cela est donc un facteur d'une importance fondamentale sur le développement de la myopie. Un autre facteur que je ne tiens pas d'études scientifiques, mais de mes recherches dans le domaine de la science spirituelle, qui pose l'hypothèse du karma et de la loi de cause à effet. Rudolf Steiner, pour expliquer cette loi, se base sur la vie sensible et physique qui permet, même aux matérialistes le plus aguerris, d'ouvrir un espace de possible sur cette loi cosmologique. Steiner prend l'exemple de la taupe et nous dit que la taupe, dans son histoire, n'a pas toujours connu une vision presque réduite à néant. Dans les temps anciens, c'est son comportement qui a engendré cette perte de l'acuité visuelle. En voulant fuir ses prédateurs, la taupe s'est créée une vie souterraine pour laquelle l'organe de la vision n'avait plus d'utilité. Progressivement, et sur de multiples générations, cet organe s'est atrophié complètement. Le karma est donc lié à des causes physiques et en ce qui concerne l'être humain, à des causes plus subtiles comme la conséquence de ses actions. Physiquement, il est évident que notre vue se réduit par le temps passé devant nos écrans, la vision périphérique et l'exposition de la lumière solaire se faisant de plus en plus rares, mais aussi des conséquences liées à nos penchants et nos dispositions intérieures qui nous conduisent à certaines actions. Par exemple, la tendance à la frivolité, la séduction, la sexualité exacerbée et peu saine. Le matérialisme entraîne à un manque de vision intérieure et de développement de sa vie intérieure, dans le respect des lois qui gouvernent l'évolution humaine. Dans la vie, la myopie peut alors être l'indication que l'être humain doit s'établir davantage en lui-même, dans une recherche profonde et travailler sur le non-attachement. Je ne m'aventurerai pas plus longuement sur ce thème, que je ne maîtrise pas, mais qui peut nous donner des pistes d'études sur la connaissance de soi et du monde. Je conseille à ce titre les livres de Rudolf Steiner et Célie Maïssel sur un chemin de connaissance de soi. Un autre facteur propre à mes investigations personnelles m'a permis d'établir un lien de cause à effet sur la baisse de l'acuité visuelle et le développement de la myopie.
Il y a quelques années, je remarquais que de temps en temps, je voyais plus nettement que d'autres jours. Cela me posait question. Qu'est-ce qui influait sur ma faculté de vision? Et surtout, que je pouvais retrouver une vision correcte sans rien faire de particulier. J'ai remarqué alors l'influence du sucre chez moi. Étant d'une morphologie très réceptive et manquant de l'élément terre, il m'est facile de faire le lien, d'écouter l'influence d'un aliment ou d'une impression sur mon corps. Je le répète, cela n'est pas une étude rigoureusement objective, mais chacun pourra en vérifier la réalité sur lui-même. Cette pensée germa en moi et je la prenais au sérieux comme un signal de mon corps pour me vouer à une expérimentation rapide. Et je fus bien surpris de constater que le sucre avait une influence négative sur ma vision lorsque ma consommation dépassait une certaine limite. Il n'y a aucune étude approfondie sur le sujet. Même si l'on sait que le diabète ou le déséquilibre de l'assimilation du sucre est une cause fondamentale de son origine et favorise certains troubles oculaires comme le glaucome. Enfin, dernier facteur, le facteur inéluctable de la vieillesse, qui entraîne une diminution progressive du fonctionnement global du corps et des organes. Chapitre 3. Les ressources pour maintenir et développer sa vision et prévenir la myopie. Nous allons reprendre maintenant chacun de ces facteurs et mettre en avant des attitudes et exercices qui vont favoriser l'entretien de notre vue et réduire la perte de vision. Si on a connaissance des facteurs qui entraînent une perturbation de l'acuité visuelle, on peut donc entretenir notre vision, prévenir, stabiliser sa vue par des pratiques et habitudes qui favoriseront et stimuleront notre vision. Certains de ces facteurs peuvent d'ailleurs être en interrelation les uns et les autres, comme nous allons le voir. Si l'on reprend un à un nos facteurs pouvant entraîner un défaut de vision, nous avons vu en premier le facteur génétique. Bien évidemment, cette cause sera peut-être compliquée à modifier. Mais partant de l'hypothèse que tout se transmet, si je modifie et m'exerce à préserver ma vision, cela aura des conséquences sur la stabilisation, voire l'amélioration des gènes ayant transmis une tare dans ma famille. Tout dans ce domaine n'est pas voué à une immobilisation d'un phénomène, puisque nous avons vu que la loi de cause à effet agit de façon constante et redynamise dans un sens ou dans un autre un processus. Entrevoir un travail de constellation familiale, telles qu'elles sont abordées dans les formations et les enseignements donnés par Idriss Lahore, peut également être une piste de solution, ou encore le SEA, Samadeva énergétique Ayurveda, peut être un travail de fond sur une problématique de transmission génétique. Dans tous les cas, je sais que je peux par mon travail influencer sur la transmission génétique de mes descendants légués par mes ancêtres. Ceci est plutôt une bonne nouvelle et ouvre des perspectives altruistes sur l'avenir familial. Le deuxième facteur concernait un trop-plein de vision de près, quel que soit le support sur des livres, des écrans, son téléphone et autres. Dans ce cas, nous comprenons que nous devons donc exercer notre vision de loin comme force d'opposition. À ce titre, il faut donc lever régulièrement ses yeux figés et regarder le plus loin possible. Si l'on peut, on cherchera dans son environnement des lieux qui offrent un panorama à perte de vue. L'élément à rajouter est d'exercer la vision périphérique pour entretenir le champ visuel global. Pour ce faire, on se tient droit, on fixe un point devant soi, puis on lâche ce point pour englober tout ce qui entre dans notre champ de vision sans bouger les yeux. On s'aperçoit alors que l'on peut déplacer sa conscience un peu partout dans son champ visuel sans avoir besoin de bouger les yeux. Cet exercice m'a été donné il y a une vingtaine d'années. Il m'impressionne toujours autant quand je m'y exerce. Même en marchant, on a l'impression de rentrer dans un monde où les perspectives sont amplifiées. La richesse des impressions et de l'expérience visuelle devient extraordinaire. On peut aussi faire cela tout en regardant un livre, un écran, et s'arrêter un instant en voyant ce qu'il y a autour de ce livre ou de cet écran. Pas besoin de temps en plus, ce travail peut se faire à tout moment dans la journée et deviendra une bonne habitude à force de répétition. Ensuite, la carence en vitamine D qui joue un rôle qu'on pourrait qualifier de stimulant et protecteur pour l'œil quand on en dispose suffisamment. Les 10 meilleures sources alimentaires sont l'huile de foie de morue, le hareng, les maquereaux, les sardines, le saumon et la truite, le thon, le chocolat noir, le lait, les œufs, les champignons.
Ensuite, nous devons bien comprendre que la synthèse de cette vitamine se fait par une exposition au soleil. En conséquence, si l'on est contraint de passer des journées dans un bureau, nous devons prendre des temps en extérieur pour bénéficier des rayons ultraviolets du soleil qui permettent cette synthèse. En conséquence du point précédent, vient le facteur lié au manque d'exposition à la lumière solaire et au manque de stimulation des cellules photoréceptrices de l'œil. Là encore, il nous faut faire le constat du temps passé en intérieur et en extérieur et ajuster notre conditionnement. Voici un élément important que je vous partage et qui me semble très important. Pendant longtemps, j'avais coutume de porter des lunettes de soleil pour me protéger de la luminosité. Mais il y a quelques années, j'ai opté pour des casquettes et je constatais que d'une part, j'étais protégée, mais que cela n'altérait pas ma vision directe par un filtre teinté. Si nous voulons stimuler les cellules réceptrices de nos yeux, il me semble évident qu'il faille se protéger d'une trop grande luminosité avec un chapeau, une casquette ou autre, plus qu'avec des lunettes de soleil, afin de préserver une vision non filtrée. Ce facteur est l'un des plus grands facteurs de développement de la myopie, ce qui nous expliquerait pourquoi les jeunes en sont atteints davantage, passant plus de temps sur les écrans et moins en extérieur. Il n'y a pas eu d'études directes sur les lumières artificielles de nos écrans, mais je pose comme une sérieuse hypothèse que les radiations lumineuses émises par les écrans ne sont pas favorables à la vue. Ce sont en effet des radiations lumineuses artificielles qui n'ont pas de pouvoir énergétique respectueux du corps humain. Une expérience récente m'a d'ailleurs conduit à perdre momentanément une partie de ma vue après avoir fixé quelques secondes des phares LED d'une voiture tandis que je roulais en scooter. Cette luminosité glaciale me pose question quant à son influence sur les yeux. Je pose là encore une hypothèse d'influence négative quant à ces nouvelles lumières qui sont comme des rayons lumineux artificiels projetant un rayonnement extrêmement puissant et froid. Froid étant à prendre dans le sens d'une nuance de couleur. Une ressource indispensable en complément alimentaire pour les yeux, la lutéine. La lutéine n'est pas une plante. Il s'agit d'un pigment jaune-orangé de la famille des caroténoïdes, qui regroupe près de 800 substances, dont la principale composante est le bêta-carotène. Elle est présente à l'état naturel dans les épinards, le chou, les brocolis, le maïs, les piments, les petits pois, les oranges, les pêches, les laitues, l'estragon, le concombre, les kiwis, les noix, les amandes ou encore les pistaches. Les légumes crus contiennent davantage de caroténoïdes que cuits. La lutéine est l'un des 3 pigments caroténoïdes qui se trouvent en très forte concentration dans la rétine de l'œil, plus précisément dans la macula, une tache jaune d'environ 2 mm de diamètre. Ces caroténoïdes ne sont pas synthétisés par l'homme et doivent donc être apportés par l'alimentation. La lutéine et la zéaxanthine ont des propriétés antioxydantes. De plus, elles filtrent la lumière bleue, 2 actions qui contribuent, selon les chercheurs, à prévenir la dégénérescence de la rétine. On pense que la lutéine agit à la fois en neutralisant les électrons libres qui peuvent endommager la rétine, effet antioxydant, et en filtrant la lumière bleue qui agresse les photorécepteurs de l'œil, effet antioxydant indirect. À la différence du bêta-carotène, la lutéine ne joue aucun rôle dans le métabolisme de la vitamine A et ne peut donc être considérée comme une provitamine. Elle fait partie de cette catégorie de substances qui ne sont pas considérées comme les nutriments essentiels, mais qui semblent pourtant jouer un rôle crucial pour la santé. Comme tous les caroténoïdes, la lutéine est mieux absorbée en présence de matières grasses, car elle est liposoluble. À présent, une cause plus spirituelle, à titre d'information liée à la loi de cause à effet, appelée dans certaines traditions le karma. Nous nous placerons ici d'un point de vue physique et l'auditeur sera libre d'investir des recherches dans ce domaine si bon lui semble, en ce qui concerne la loi de cause à effet sur un chemin intérieur. D'un point de vue physique, nous avons pris l'exemple de la taupe donnée par Rudolf Steiner, mais nous aurions tout aussi bien pu prendre le contre-exemple de l'aigle royal qui dispose d'une vue hautement développée du fait de son conditionnement à chercher des proies au sol pour se nourrir tout en volant en altitude. En conséquence, exerçons-nous à devenir de plus en plus conscients de ce que nous voyons. Notre vue doit devenir consciente. Je m'exerce régulièrement en m'amusant à isoler des couleurs dans mon environnement. Par exemple, j'envoie la pensée rouge dans ma tête et soudain, je vois tous les objets de couleur rouge dans l'espace qui prennent forme alors que je n'y étais pas attentif. Ou encore bleu, vert, etc. Décider de voir pour être conscient et exercer favorablement sa vision.
J'ai souvent entendu des témoignages de certaines personnes signifiant qu'elles avaient beaucoup retrouvé de leur acuité visuelle en développant la vision consciente. Certaines disent même ne plus avoir besoin de lunettes. Chacun dans ce domaine fera sa propre expérience. L'important est de stimuler la vision consciente pour apprécier encore davantage ce que l'on voit et le plaisir simple de voir. Pour ce qui est du facteur sucre, comme cela ne se base pas sur une étude scientifiquement prouvée, je ne pourrais que vous proposer de faire l'expérience et de vous rendre compte par vous-même si vous constatez une évolution positive de votre vision. Je l'ai conseillé à plusieurs personnes qui ont pu vérifier la réalité de corrélation entre un trop de sucre et la baisse de la vision. Toutefois, je ne peux énoncer cette expérimentation comme une vérité. Enfin, la vieillesse, qui peut entraîner une baisse progressive de l'acuité visuelle. Mais les personnes âgées peuvent tout autant s'inspirer des exercices et propositions précédentes pour maintenir leur vision. Nous allons maintenant aborder le yoga des yeux qui offre des outils et des ressources très positives pour l'entretien de sa vision et notamment des muscles oculaires qu'il est intéressant d'exercer méthodiquement pour en garder le bon fonctionnement. Notre prochain chapitre abordera donc un travail pratique pour exercer ses yeux issus du yoga, ainsi que des exercices de vision. Les yeux sont donc précieux, pour nous et ceux qui viendront après nous. Nous avons le devoir de ne pas les laisser se perdre dans ce monde moderne, au risque qu'ils s'éteignent progressivement par manque de sens de responsabilité quant à notre corps humain. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser et de quitter un peu l'écran sur lequel j'ai écrit tout cela pour ne pas perdre de vue l'essentiel de la réalité qui m'entoure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur la page Facebook Lecture Audio Spirituelle. Et n'hésitez pas à prendre connaissance de la libre université du Samadeva qui offre une approche rigoureuse des disciplines et méthodes de bien-être pour préserver sa santé et conserver sa jeunesse. Vous allez maintenant pouvoir pratiquer quelques exercices pratiques pour préserver votre vision. À présent, pratique du yoga des yeux. Vous êtes assis confortablement sur une chaise ou sur votre fauteuil. Si vous avez des lunettes, enlevez-les. Regardez tranquillement devant vous en veillant à ce que votre tête soit détendue. Respirez 1 à 2 fois profondément. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Tout en regardant devant vous et sans bouger la tête, regardez lentement à droite en allant le plus loin possible mais sans forcer. Puis à gauche, en repassant tranquillement par le centre et en clignant des yeux si vous en ressentez le besoin. Encore une fois à droite, à gauche, à droite et à gauche. Puis revenez au centre. Maintenant, levez lentement les yeux vers le haut. Soyez pleinement conscient de ce que vous voyez. Puis, repassez par le centre comme précédemment. À présent, regardez en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et revenez en vous arrêtant tranquillement au centre. Fermez les yeux quelques instants. Inspirez tranquillement. Expirez profondément. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Ouvrez les yeux à nouveau. Maintenant, nous allons faire des diagonales. Regardez
en haut à droite. Puis, en repassant lentement par le centre, regardez en bas à gauche. En haut à droite. En bas à gauche. En haut à droite. En bas à gauche. Revenez au centre quelques instants. Puis, en haut à gauche. En bas à droite. En haut à gauche. En bas à droite. En haut à gauche. En bas à droite. Revenez au centre et fermez les yeux en respirant profondément. Inspirez et expirez. Ouvrez les yeux. Nous allons faire maintenant quelques mouvements circulaires en étant attentifs aux muscles de nos yeux. Posez votre regard vers le bas sans bouger la tête. Puis, déplacez votre regard de manière circulaire vers la droite, le haut, à gauche et en bas. Deuxième tour. À droite, en haut, à gauche, en bas. Troisième tour. À droite, en haut, à gauche et en bas. Dans l'autre sens. À gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche, en haut, à droite, en bas. Troisième tour. À gauche, en haut, à droite, en bas. Revenez maintenant au centre et fermez les yeux. Frottez vos deux mains l'une contre l'autre jusqu'à ressentir de la chaleur dans la paume des mains. Maintenant, ramenez les paumes de vos mains sur vos yeux, puis ouvrez vos yeux au maximum sans forcer. Faites le noir complet avec les mains et ressentez la chaleur de vos mains qui se diffuse sur vos yeux. Une deuxième fois, fermez les yeux, frottez à nouveau vos deux mains l'une contre l'autre et ramenez vos paumes sur vos yeux et ouvrez les yeux quelques instants. Relâchez vos mains, respirez 1 à 2 fois profondément. Cette séquence est terminée. À présent, exercice de vision périphérique. Dans un premier temps, il sera nécessaire de vous familiariser avec cet exercice en position immobile. Prenez la position debout et dans un espace ouvert. Le mieux étant à l'extérieur, mais si vous êtes en intérieur, regardez par la fenêtre ou positionnez le dos près d'un de vos murs. Vos épaules sont détendues. Le visage relâché.
fixez un point central devant vous. Maintenant, défocalisez votre attention de ce point en devenant conscient du champ visuel dans sa globalité. Observez, sans bouger votre tête ni vos yeux, comment vous pouvez déplacer votre attention dans ce champ, notamment sur les bords droit et gauche, en périphérie. Puis, revenez à une vue d'ensemble. Entraînez-vous une fois par jour à cet exercice, parfois quand vous lisez un livre ou que vous écoutez une personne. Vous voyez la personne et vous voyez aussi tout ce qu'il y a autour. Observez comment votre conscience visuelle s'élargit. Après quelques instants de pratique dans l'immobilité, vous pourrez refaire cet exercice en marchant dans la rue ou en vous promenant dans la nature. Vous constaterez combien vous devenez plus riche d'impressions qui vous auraient échappé avant cet entraînement. Pratiquons à présent l'exercice de l'éloignement du pouce. Vous êtes tranquillement assis ou debout, les épaules détendues, le visage relâché. Votre respiration est profonde. Vous inspirez et vous expirez quelques instants profondément. Cachez votre œil gauche avec votre main gauche. Puis, ramenez votre pouce devant votre œil droit, le plus près possible dans la mesure où il apparaît net. Dans un mouvement lent, vous éloignez votre pouce de votre œil au maximum. Et vous le ramenez au plus près. Répétez 6 fois ce travail. Je vous laisse quelques instants. Maintenant, votre pouce est au plus près de votre œil. Soudain, enlevez-le et laissez votre regard se porter le plus loin possible au point le plus net pour vous. Ramenez à nouveau le pouce. Enlevez-le. Ramenez-le. Enlevez-le. Fermez les yeux quelques instants en relâchant votre main gauche. Changez d'œil. Cette fois, cachez votre œil droit avec votre main droite et refaisons le même exercice. Ramenez votre pouce gauche devant votre œil gauche, le plus près possible dans la mesure où il apparaît net. Dans un mouvement lent, vous éloignez votre pouce de votre œil au maximum et vous le ramenez au plus près. Répétez 6 fois ce travail. Je vous laisse quelques instants. Maintenant, votre pouce est au plus près de votre œil. Soudain, enlevez-le et laissez votre regard se porter le plus loin possible au point le plus net pour vous. Ramenez à nouveau le pouce
enlevez-le, ramenez-le, enlevez-le. Fermez les yeux quelques instants en relâchant votre main droite. Respirez plusieurs fois profondément avant de rouvrir tranquillement les yeux. Enfin, vous pouvez refaire cet exercice avec les deux yeux ouverts et en ramenant et en éloignant plusieurs fois votre pouce du centre de votre visage, en veillant à être détendu. Vos yeux ne doivent jamais être tendus dans un inconfort. Dans ce cas, quittez l'exercice et reprenez-le plus confortablement à un autre moment. Méditation pour les yeux. Dans certaines traditions, les yeux sont utilisés pour approfondir l'expérience méditative et purifier l'inconscient. Le pratiquant doit alors réunir toute son attention sur un symbole, une forme géométrique particulière, comme le Sri Yantra dans l'hindouisme, ou encore la représentation d'une déité et ses attributs, comme on le voit en Inde avec Shiva, Brahma, Durga, Vishnu et tant d'autres. Le principe étant qu'à chaque fois que son mental s'égare, le méditant revient sur l'objet de concentration. Cette focalisation est appelée Ekagrata. Elle favorise le développement de la concentration et conduit à une vision plus claire et objective, ainsi qu'à une purification émotionnelle et la clarté des pensées. Nous allons faire ensemble une courte méditation qui vous permettra de vous familiariser avec cette pratique sans pour autant qu'elle revêt spécialement un caractère religieux ou spirituel, suivant l'objet de concentration sur lequel vous avez décidé de vous concentrer. Dans un premier temps, décidez d'un objet de concentration. Ce peut être une bougie, un tableau que vous avez dans l'ambiance, ou même de manière plus large, l'ensemble des objets qui se trouvent dans votre pièce. Dans la nature ou dans un parc, on peut choisir un arbre ou une fleur. Une fois que vous avez choisi l'objet ou la source visuelle qui sera l'objet de votre concentration, décidez du temps que vous allez accorder à cette méditation. Je vous recommande dans un premier temps 5 minutes, puis avec la pratique, vous pourrez faire évoluer ce temps à votre convenance en étant attentif à ne pas forcer le mental. La concentration demande un état d'esprit qui cherche à focaliser sur un objet ou se l'approprier. C'est comme si vous partiez à la découverte de cet objet. En quelque sorte que vous l'écoutiez avec les yeux, sans ramener le mental analytique et juge qui veut absolument comprendre et contrôler. Ce travail doit conduire à une détente et un lâcher-prise. Installez-vous à présent sur votre coussin de méditation ou sur une chaise. Votre dos est droit. La respiration est profonde. Vos épaules et votre visage détendus. Maintenant, vous ramenez votre attention visuelle sur l'objet choisi. Parcourez-le pour en explorer le moindre détail. Un sentiment de joie peut vous envahir, une joie simple de le découvrir et de vous concentrer, et surtout d'être conscient. Si vos pensées vous entraînent ailleurs, prenez conscience de vos pensées et revenez tranquillement à ce que vous avez décidé. Faites cette méditation le temps que vous avez défini, puis fermez les yeux, donnez-vous quelques instants dans le silence avant de reprendre le cours de votre vie. Quelques exercices ludiques à faire seul ou avec ses enfants. Vous êtes par exemple en train d'attendre un train, un bus ou quelqu'un. Vous décidez alors d'éveiller vos sens visuels par l'exercice suivant. Je décide de regarder maintenant tout ce qui est rouge dans mon champ visuel. Alors vous commencez à voir à peu près au loin la veste d'une dame, la bague de votre voisine, le collier d'un chien en laisse, le rouge d'un panneau de sens interdit. Restez un instant à focaliser tranquillement sur cette couleur. Puis,
changez à votre goût la couleur qui vous inspire. Le vert, le jaune, le bleu. On peut faire cet exercice avec des formes en décidant de voir partout où il y a des cercles, des lignes, des triangles, des carrés. Nous pouvons encore stimuler notre conscience visuelle face à quelqu'un en le regardant de manière objective et en cherchant des choses que nous n'avons pas encore découvertes. Des traits de son visage, sa main, ses doigts, ses oreilles. Le principe étant de ne pas être dans la pensée analytique, mais simplement dans une observation visuelle sans jugement. L'important dans tous ces exercices étant de ne jamais forcer le mental. On doit se sentir décontracté, détendu, comme si on se proposait un temps d'exploration ou de jeu. Pratiquons à présent une méditation. Méditation de la gratitude pour les yeux. Vous êtes tranquillement assis sur une chaise ou sur votre shogi de méditation. Les mains sont posées sur les cuisses ou encore l'une sur l'autre. Relâchez vos épaules. Détendez votre visage. Prenez conscience quelques instants de votre respiration. Puis simplement, soyez attentif au texte qui va vous être proposé. Quelque temps après ma naissance, j'ai pris conscience de ce qui m'environnait, des objets, des personnes autour de moi. J'étais comme un explorateur dans un nouveau monde. Je regardais un objet pendant un temps indéfini. Ses couleurs, ses formes me fascinaient sans que j'aie besoin d'y penser. J'ai pu faire tout cela grâce à mes yeux, à travers lesquels j'ai reçu une multitude d'impressions qui m'ont permis de grandir et de me déplacer dans l'espace. Quand mon corps fut en capacité de marcher, j'avais alors 2 outils à ma disposition qui me rendaient plus libre, plus autonome pour aller et venir vers une personne ou un objet. Puis j'ai grandi, vécu toutes sortes d'expériences, identifiant ce qui était beau ou laid. Je suis tombée amoureux parfois après un échange de regards, comme si une énergie mystérieuse se diffusait telle 2 parfums qui s'unissent dans l'espace. Mes yeux sont précieux, très précieux. Ils expriment autour de moi mon état d'être, mes émotions, ma perception de la vie. Certains ont dit qu'ils étaient le miroir de l'âme. Parfois, je ne prends pas conscience de ce qu'ils représentent réellement pour moi. Ils sont une porte des impressions que je laisse rentrer en moi. Souvent, je ne choisis pas la nature de ces impressions qui m'agressent ou me renforcent. La pollution, la lumière artificielle, de la violence, des images publicitaires, le sourire d'un enfant, 2 amoureux qui se tiennent la main, un arbre majestueux, des fleurs, le ciel bleu. Parfois, je ne mesure pas l'impact des impressions que je laisse rentrer par mes yeux. Ces impressions qui nourrissent mes pensées et mes émotions. Sont-elles belles? Sont-elles violentes et laides? Comment est-ce que j'utilise ma vue? Comment j'en prends soin? Comment puis-je faire pour que mes yeux me nourrissent d'impressions saines quand je le décide? À présent, je peux décider intérieurement de remercier mes yeux pour tout ce qu'ils m'ont permis d'accomplir dans ma vie. Qu'aurais-je été s'ils n'avaient pas été fonctionnels? Je comprends qu'ils ont joué un rôle essentiel pour moi, pour mon développement, mes relations et mes choix de vie. À présent, je peux décider d'ouvrir mes yeux
Je peux observer le monde autour de moi tout en étant tranquillement assis. Je peux retrouver cette force d'exploration du petit enfant qui s'émerveille pour tout ce qui se présente. J'explore avec mes yeux les objets autour de moi, les couleurs, les formes, ce qu'ils font naître en moi comme sentiment. À tout moment au cours de ma journée, je sais que tout peut être extraordinaire quand je pose mon regard en conscience sur ce qui m'entoure, quand j'offre un sourire conscient en regardant quelques instants l'autre dans les yeux. Je comprends alors que je peux écouter avec les yeux comme avec les oreilles, quand je ne cherche pas à analyser ou juger. Être simplement là, dans l'instant, réceptif et à l'écoute de ce que la vie m'offre à voir.